j'essaye de parler aux gens et tout, et je vois que les gens, parfois, certains se prennent pour Michael Jackson. Donc, moi qui, comme je t'ai dit tout à l'heure, ai grandi avec des stars et tout, je suis un peu étonnée que des gens qui soient connus pour de la télé, se prennent pour je sais pas qui. Alors, c'est comment d'être une Parisienne en couple avec un Marseillais? Ah, parfois ça coince, et parfois il y a des petits trucs qui bloquent. Bonjour Carla Guébali, comment ça va? Bonjour Sam, ça va et toi? Mais oui, parfaitement, on a la même veste. Ah, j'adore! Elle est trop belle cette veste, elle est canon. Elle est magnifique. Je suis ravie que tu sois en compagnie de ma communauté et moi-même pour faire cette interview en toute intimité, ensemble. Carla, on t'a tous découvert sur les réseaux sociaux, mais aussi dans la saison des 50, saison 3, qui est actuellement en diffusion sur W9. Tu es influenceuse, tu es créatrice de contenu, tu es entrepreneuse, tu es animatrice, tu as fait une école de journalisme, comme ta maman, qui est une grande animatrice de télévision française qui s'appelle Daniela Lombroso. On parlera justement de cette affiliation dans quelques instants. Et j'ai appris que dans le cadre de tes travaux en journalisme et peut-être de tes études, tu as travaillé notamment pour TPMP. J'ai travaillé pour TPMP, j'ai travaillé 2 fois là-bas, j'ai fait mon stage de 3e, bon ça c'est rien, j'ai fait un autre stage de 6 mois et après j'ai retravaillé 6 mois là-bas parce que c'était une entreprise, j'adorais TPMP, en vrai j'étais fan, je voulais être chroniqueuse et du coup j'ai essayé de bosser un petit peu dans les bureaux là-bas. Alors ça consistait en quoi les tâches que tu faisais chez H2O? H2O Productions, c'est ça? H2O, ouais. La première fois que j'ai travaillé là-bas, moi, je cherchais les images. Donc, toute la journée, selon les sujets qu'on allait aborder dans l'émission, je devais trouver toutes les images qui correspondaient. Et ensuite, j'étais en régie. Donc, la personne sur qui Cyril criait, c'était moi quand il dit « Il faut la photo de telle personne tout de suite, il faut la photo de... » C'était toi! Je suis la petite stagiaire en régie sur qui on dit « Il faut la photo » et qui galère et parfois il y a un bug. Donc, c'est toi qui te faisais engueuler parfois? C'est moi qui me fais engueuler. Oui, j'ai pleuré une fois. C'est pas vrai? Mais non, mais c'est parce que c'est stressant. On a une grosse pression sur les épaules. T'imagines, il y a je sais pas combien de centaines de milliers de téléspectateurs qui regardent. Si t'as la photo qui bug, tu fais perdre du temps à l'émission, c'est un truc de fou. Et pourquoi ça t'a fait pleurer? Mais pourquoi ça m'a fait pleurer? Parce que je sais pas, j'avais bugué ce jour-là. J'ai envoyé toutes les images, c'était n'importe quoi, c'est de ma faute. Hein. Après, ils ont été gentils avec moi, ils m'ont dit ça va, c'est pas grave. Mais sur le moment, c'est une telle pression sur les épaules et en même temps, c'est stimulant. Moi, franchement, j'ai adoré travailler chez H2O. Tu la vivais comment, Vraiment. cette pression? Je la vivais comment cette pression? En fait, c'est pas un travail comme les autres et même c'est pas du journalisme comme les autres parce que tous les jours il y a une émission, tous les jours il y a quand même un stress, donc on travaille dans le rush, on travaille rapidement. Moi, c'était au dernier moment qu'on me disait quelles images il fallait trouver ou pas. Et en vérité, c'était hyper intéressant même de voir un petit peu les coulisses de l'émission quand t'es jeune et tout, c'est sympa. Il est comment Cyril Hanouna en coulisses? Cyril Hanouna, on le voit pas beaucoup parce que forcément on est beaucoup à travailler dans les bureaux. De temps en temps, il passe quand on fait des petits déjeuners d'équipe ou etc. Il vient au bureau. Et après, forcément, il est très gentil, très respectueux, mais ça reste le patron, donc j'avais pas forcément accès à lui directement. Exigeant? Exigeant sûrement, ouais. Après, il faut, hein, avec un show comme ça, c'est normal. Mais toi, tu as été baignée là-dedans depuis petite. Ouais, moi c'est vrai que j'ai grandi sur les émissions de télé, j'ai grandi sur les plateaux télé de ma mère. Donc forcément, oui, moi, ma mère, quand j'étais petite, je la regardais comme ça. J'étais au milieu de centaines de milliers de téléspectateurs au Zénith. Je voyais ma mère avec des grandes robes, je la regardais avec des yeux comme ça. Donc... Comment on grandit, tiens, quand on évolue dans le milieu audiovisuel et qu'on est si petite? Forcément, c'est impressionnant. Je me rappelle du jour où j'ai réalisé que ma mère, c'était une star. Je crois que j'avais à peu près 5 ans. J'étais chez moi. Et il y avait des coiffeurs, des maquilleurs, des stylistes, etc. Moi, j'étais un petit peu laissée au dépourvu sur le côté. Je regardais ce qui se passait. Et je sais pas, je me suis ouvert le doigt, donc aucun rapport, mais c'est un événement marquant de ma jeunesse. Et je sais plus, quand ils ont appelé les secours ou quoi, ils ont dit la fille de Daniela Lombroso. Et là, j'ai réalisé que ma mère s'appelait Daniela Lombroso et que c'était aussi un nom que j'entendais à la télé. Et je me rappelle, encore aujourd'hui, je me suis réalisée, mais j'ai une maman pas comme les autres. Mais on voit sa maman comme une maman ou alors comme Daniela Lombroso? On la voit de... En fait, pour moi, elle a 2 images. Aujourd'hui, c'est pas pareil, j'ai grandi, etc. Mais quand j'étais petite fille, ma mère, je la voyais d'un côté en tant que Daniela Lombroso sur scène, avec des grandes robes, des paillettes, de loin même. Je n'osais pas lui parler. Moi, quand j'allais sur ce tournage télé, je n'osais pas parler à ma mère, j'étais en retrait. Et après, je la vois à la maison en pyjama, complètement démaquillée sur le canapé. Et là, c'est ma mère. Mais c'est 2 personnes différentes. Tu as dû certainement, parce que ton papa aussi, hein, ton papa a fait partie du Parti Socialiste dans les années 80-90, si je ne me trompe pas. Ouais. C'est un des fondateurs d'SOS Racisme. Donc, tu as des parents déterminés, j'ai envie de dire, au niveau de leur carrière. Est-ce que ça fait grandir d'une certaine façon quand on a cet exemple-là? Oui, forcément. En vrai, j'ai beaucoup de pression sur les épaules
Parce que mes parents, en vérité, ils se sont fait tout seuls. Et tout ce qu'ils m'ont toujours inculqué, c'est de réussir dans la vie. Franchement, la seule chose qu'ils ont exigé de moi, j'ai toujours fait tout ce que je voulais, à part une chose, travailler à l'école, travailler, réussir. J'ai l'impression que c'est un petit peu que par là qu'ils voient leurs enfants finalement. Mais après, c'est bien d'un côté, c'est bienveillant de leur part, mais ils ont envie qu'on puisse s'épanouir comme ça dans notre travail, nous aussi. Et ils nous ont toujours appris que pour eux, bah, le bonheur, c'est d'avoir un métier qui nous plaît. Donc voilà, non, c'est une pression sur les épaules quand même. À l'école, est-ce que tu as déjà vécu, je ne sais pas, du harcèlement, des personnes qui étaient émerveillées, des personnes qui te jalousaient de par bah, ton nom en fait? Bah, je pense que ça va t'étonner ce que je vais te dire, mais de la part des élèves, pas tant que ça, mais de la part des profs, énormément. Ah bon? J'ai vécu beaucoup de harcèlement de la part des profs, notamment mon prof de maths quand j'étais en cinquième, qui m'a fait du harcèlement pendant toute l'année. Et moi, au début, je ne savais pas pourquoi j'étais son bouc émissaire dans la classe. Donc toute l'année, un peu, il me martyrisait comme ça gratuitement. Puis est venu un jour où j'ai bâillé en classe, et je me rappelle encore maintenant, il m'a dit mais ça va pas te bâiller comme ça sans mettre la main devant sa bouche. Est-ce que tu crois que ta maman, quand elle est sur ses plateaux télé, elle se met à bâiller? Et est-ce que tu crois que ses invités aussi se mettent à bâiller? Et en fait, c'est ce jour-là, je n'ai même pas osé répondre, c'est ce jour-là que j'ai compris en fait pourquoi j'étais la bête noire de ce prof. Et toute la classe était au courant que j'étais la bête noire de ce prof. Et bah, j'ai eu ça. Et j'ai eu beaucoup de profs qui m'ont harcelé. J'ai eu des profs en maternelle, j'ai dû aller voir une psy après, parce que des profs qui m'avaient harcelé. Mais ça se matérialisait comment ça? Depuis la maternelle alors tu subis le harcèlement de prof? Bah, c'est arrivé plusieurs fois. Donc, c'est arrivé avec ce prof-là en cinquième Ouais. et c'est arrivé avec 2 maîtresses que j'avais en grande section de maternelle. Donc, en fait, on avait 2 maîtresses. Après, ça, je ne me rappelle pas trop, mais c'est mes parents qui me racontent que du coup, j'ai dû aller voir un psychologue parce que ces maîtresses-là, elles me faisaient du harcèlement. Ok. Elles se vengeaient un peu sur moi parce que c'est vrai que quand j'étais petite, ma mère, elle était très star. Et bah, en fait, ça se ressentait vraiment au niveau des adultes. Il y avait aussi les mamans de mes copines qui disaient à mes copines en primaire, j'étais toute petite, de ne pas traîner avec moi, que j'étais une mauvaise fréquentation parce que mes parents, ils ne s'occupaient pas de moi. Mais attends, mais c'est hallucinant. Mais C'était toi, en vrai. plus, aussi jeune, tu devais entendre des trucs de ouf et qui te faisaient mal. Mal. T'en pleurais? Bah, franchement, quand t'es en CM2 et que t'as tes copines qui te disent dans la cour de récré, ouais, ma mère, alors que c'est tes meilleures amies, ma mère, elle veut pas que je traîne avec toi parce que tes parents ne s'occupent pas de toi, c'est des mots très durs. T'avais l'impression, toi, que tes parents s'occupaient pas de toi ou tu savais que c'était complètement du bullshit? Bah, je voyais bien parce qu'en vérité, j'ai quand même grandi tous les week-ends. Enfin, souvent le week-end, j'étais chez ma nounou. Mais moi, mes parents, je leur en veux pas parce que je pourrais leur en vouloir, mais je leur en veux pas du tout parce que d'un autre côté, enfin, j'ai trop de chance, je peux pas dire. J'ai vu des choses de ouf dans ma vie, j'ai assisté à des trucs incroyables. Donc je peux pas leur en vouloir, mais c'est vrai que mes parents, bah, ils travaillaient beaucoup, quoi. J'étais souvent chez ma nounou. Est-ce que c'est pour ça qu'en grandissant, en devenant créatrice de contenu et influenceuse sur les réseaux sociaux, tu t'en es un petit peu amusée? Tu t'es joué de ce nom, tu t'es joué de cette affiliation, tu t'es joué de ce statut, comme peut-être pour dire, ok, vous m'avez fait souffrir certains avec ça toute mon enfance, aujourd'hui je me réapproprie tout ça, je reprends le pouvoir là-dessus. Pas forcément. Franchement, mes vidéos qui ont le plus marché, c'est pas des vidéos où j'ai montré mes parents. Euh, Après avoir fait les 50, j'ai eu beaucoup d'insultes et de critiques. De toute façon, si elle est dans les 50, c'est juste parce que c'est la fille d'eux. Mais alors, il faut savoir que les producteurs, au début, je leur ai dit, bah, ma maman, elle est connue, machin. Ils ne le savaient pas. Quand ils ont vu mes TikTok, c'est vraiment, ils étaient amusés, ils ont trouvé ma personnalité marrante. Et sur TikTok, j'ai déjà fait 1 ou 2 TikTok avec ma mère avant les 50, mais pas plus que ça. En fait, les gens sur TikTok, ils ne savaient pas qui étaient mes parents. Donc non, justement, au contraire, j'ai jamais voulu jouer de ça. Et mes parents, ils ont toujours insisté pour pas qu'on joue de ça. Ils n'ont jamais voulu nous pistonner pour quoi que ce soit. Ils ont toujours fait en sorte bah, qu'on soit des filles normales. Et ils ont raison parce que vu la violence et la méchanceté des gens, si en plus de ça j'étais pistonnée, mais ce serait plus de harcèlement, ce serait de la violence. Et c'était une évidence pour toi de te tourner vers le journalisme? Ouais. Bah, Parce que c'est l'exemple que tu avais eu? en fait, je vais te dire un truc. Quand tu as des parents connus, moi, après, pour ma part, je parle pour moi, mais tu peux pas, après ça, avoir une vie banale. Tu peux pas avoir un métier normal. Quand tu as grandi sous le feu des projecteurs ou que, en fait, tes week-ends avec tes parents, c'était d'aller dans des soirées avec des stars, d'être sur les genoux des stars ou des trucs comme ça, bah après, n'en déplaise à certains, je vais sûrement me faire critiquer en disant ça. Je sais, mais c'est mon ressenti. En fait, c'est difficile après d'avoir une vie normale. Donc, je me suis jamais vue autrement qu'en étant connue. Et la preuve, mes 2 sœurs aussi, elles font des choses qui n'ont rien à voir, mais toutes les 2, elles sont connues. T'as été sur les genoux de qui? Toutes les stars françaises qui existent. Lesquelles? Vraiment.
Ma maman, avant, elle faisait des interviews sur LCI, donc elle a vraiment reçu toutes les stars qui existent en France. Et après, c'est vrai que je sais pas, toutes les stars qui existent, vraiment, que ce soit des politiciens, aux chanteurs, aux acteurs, il n'y en a pas un que j'ai jamais vu. Si tu me dis un nom, je les ai tous vus. Et tu savais pas qui c'était? Non. Donc pour toi, c'était pas des stars? Pour moi, c'était pas des stars. Non, après oui, forcément, t'es petite, t'es impressionnée. J'ai une anecdote très drôle à te raconter que ma mère racontait à ses amis il n'y a pas longtemps. Un jour, il y avait un dîner chez moi et j'étais en train de jouer avec ma sœur. On était petites, on a essayé des manteaux. On se filmait, etc. J'ai encore les vidéos. Et il se trouve que l'un des manteaux qu'on essayait est un énorme manteau en fourrure qui appartenait à Johnny Hallyday. Et à 8 ans, je m'amusais à défiler avec ce manteau. Donc oui, c'est pas... Tu les connais, les filles de Johnny Hallyday? Alors, je sais que j'étais au baptême d'une d'entre elles, donc c'était il y a très longtemps. Après, on s'est déjà parlé sur les réseaux, mais bon, aujourd'hui, non, on ne se connaît pas. Quelles sont les valeurs dans lesquelles tu as été éduquée? Toujours être très respectueux. Mes parents m'ont toujours appris à me faire petite. Même quand je venais sur les tournages ou quoi, fais-toi petite. J'ai travaillé aussi avec ma mère, donc avec son équipe, parce qu'elle a une boîte de production. Et elle m'a toujours, à chaque fois, avant les émissions, engueulée en mode tu te fais petite, tu te tais, t'es respectueuse. Il faut pas qu'on. Tout le monde sait, oui, que t'es ma fille, mais n'agis pas comme telle. Agis comme si vraiment t'étais une employée. Me parle pas comme si j'étais ta mère devant eux. Ils insistent vraiment sur ça, mes parents. C'est bien? C'est bien. Tu penses? Oui, c'est bien. Je pense que c'est bien, mais d'un autre côté, je pense que d'un autre côté, j'ai toujours appris à me faire petite. Donc maintenant, moi aussi, j'ai envie d'exister. Ah, mais je comprends. Ok, c'est-à-dire que, oui, ok, pour pas qu'il y ait du qu'en dira-t-on, pour pas qu'il y ait trop de critiques, trop de personnes qui se disent « Ah bah c'est normal, elle parle comme ça, c'est la fille d'eux, etc. » En fait, ils ont raison d'un côté parce qu'il y aurait forcément du qu'en dira-t-on, mais d'un autre côté, c'est un peu frustrant parce qu'il faut toujours s'écraser. Genre, depuis toute petite, on m'a toujours dit de m'écraser, donc c'est un peu... c'est bien d'un côté, mais pour moi, t'as vraiment pas si ouf. Et est-ce que tu as été élevée aussi dans les valeurs d'une religion, peut-être? Non, mes parents, ils sont très intégrés, ils n'aiment pas trop... Enfin, oui, j'ai une religion qui me tient à cœur, mais après, on parle pas de ça à l'extérieur. Ah, ok. Voilà. C'est-à-dire que là aussi, on te demandait d'être discrète, c'était important, Oui, tu vois, c'est de vrai. se fondre. Alors, notre religion, on l'aime, on la chérit, mais encore une fois, on ne parle pas de ça à l'extérieur. D'accord, ok. Donc même toi, t'en parles pas sur tes réseaux sociaux? Non, pas trop. T'es de quelle religion, je peux te demander? Je vais m'attirer les foudres. Pourquoi tu dis ça? Je suis de religion juive. D'accord. Non, parce qu'après, Il faut pas, t'as pas maman avoir honte. m'insultait en commentaire. T'as pas à avoir honte, Carla? Ah, j'ai pas honte du tout. Mais en fait, je parle pas de religion aussi parce qu'encore une fois, j'ai pas forcément les épaules pour affronter des vagues de haine et me faire insulter forcément dessus. Alors qu'en fait, c'est pas mon combat, même si évidemment j'aime ma religion, etc. J'ai pas forcément les épaules parce que moi, encore une fois, je suis là sur les réseaux pour faire plaisir, pour apporter du bonheur aux gens. Moi, je ne suis pas dans les dramas, tu le verras, j'apporte jamais rien de toxique et rien de négatif sur mes réseaux. Et donc, je suis là pour rigoler, et donc je suis pas là pour parler de conflits géopolitiques. Ah, et bien souvent, sûr. les gens me le reprochent. Bien sûr, mais moi, je t'ai pas parlé de conflit, ou je mais t'ai pas parlé de guerre, ou je t'ai pas parlé dans les commentaires, ils vont en parler. Je t'ai juste demandé quelle était ta religion, mais Oui, mais je sais que toi, tu vas pas en parler, mais dans les commentaires, ils vont en parler, et ça fait peur parfois. D'accord, mais c'est triste de devoir t'excuser, en fait, quelque part, malgré toi, dans ta réponse, tu vois, d'avoir une religion. En fait, mon père, il me dit toujours de rien poster sur, par exemple, les conflits qui peuvent se passer ou quoi. Il me dit, ouais, on sait jamais, ça peut être dangereux. Pourquoi je t'ai vu dire dans une vidéo TikTok, t'es gênante, alors je suis gênante? Alors, moi, il faut savoir que j'ai quand même grandi dans un cercle, un milieu social, et je pense que c'est pareil partout, mais dans le mien encore plus, où il y a quand même vachement de codes à respecter tout le temps. Et surtout quand on est une femme. Quand on est une femme, qu'on ose, je sais pas, en fait, on est toujours critiqué. Et moi, j'ai toujours voulu me battre là-dessus. Et même sur TikTok, ça vient au final, mes vidéos. Parfois, en fait, dans mes vidéos sur TikTok, j'exagère toujours. Et on va dire que je m'affiche et que j'en fais trop. Mais je fais exprès, parce que je veux aller à l'encontre de ces codes sociaux dans lesquels j'évolue. Parce que moi, encore une fois, je viens d'une famille où on est très libre. Alors moi, pour le coup, vraiment, on est très intégrés. Ma mère, elle m'a toujours dit, t'es une femme, tu fais la même chose qu'un homme, enfin, tu fais ce que tu veux. Et donc, dans mon cercle social, il y a beaucoup de barrières et j'essaye de combattre ces barrières à travers mes vidéos. Et c'est pour ça que souvent, on va me dire, ah, t'es gênante, tes vidéos, oh là là, tu t'affiches sur les réseaux, etc. Mais moi, je suis très fière de ça. Qu'est-ce qui provoque des commentaires comme ça? Quelle attitude ou quelle action que tu pourrais faire fait que quelqu'un va te dire, t'es gênante?
Bah déjà, je vais accentuer le personnage de la party girl, donc de la fille qui fait grave la fête, qui s'éclate, qui en a rien à foutre des mecs. Je vais danser sur des bars, je vais me prendre en vidéo, parfois un petit peu éméchée, en train de faire n'importe quoi, etc. Parce qu'en fait, j'en ai rien à foutre et j'ai envie de me montrer comme je suis. J'ai envie de me montrer telle quelle, sans code, sans barrière. Voilà. Tu les vis comment, les critiques? Alors, les critiques, avant, bon, après on sait à quoi on s'expose, quand on est sur les réseaux, on a des critiques. Mais je vais te dire un truc, avant d'être dans les 50, j'avais quelques critiques, pas plus que ça, bizarrement. Alors que je fais beaucoup de vues quand même, donc normalement il y a beaucoup de commentaires. Depuis que j'ai fait les 50, je reçois mais une vague de haine. J'ai dû bloquer des dizaines de comptes parce que ça en devenait de l'harcèlement. Depuis que j'ai fait les 50, je reçois des insultes tous les jours à chaque fois que je poste un TikTok pour rien. Ça va de t'es qui, ils mettent tout ça, à bouffonne, à si t'es dans les 50, on sait que c'est grâce à tes parents, alors que pas du tout. Et voilà. Bah, tu t'es déjà exprimé là-dessus, tu n'as pas à te justifier, tu as le droit de vivre, tu as le droit d'exister, tu as le droit de faire les émissions que tu veux, point barre. Bah oui, bien sûr. Voilà, c'est tout. Et je pense que le t'es qui, c'est simplement pour te blesser sur ta condition. C'est ça. C'est tout. Totalement. T'es blessé parfois parce que tu peux lire? Bah, franchement, non. Après, si on va me faire des commentaires sur mon poids, genre à la grossie et tout, ça va me vexer. Parce que je suis pas hyper à l'aise avec ça. Mais Pourquoi? c'est le seul truc. Pourquoi t'es pas à l'aise avec ton poids? Oh, merci. Pardon, mais je sais que quoi que je dise, de toute façon, ça changera rien. Mais j'ai quand même envie de le dire, t'es très bien. Bah, franchement, on a tous des complexes. Si on a, c'est le nez. Moi, c'est que je sais que j'ai 2-3 kilos en trop. Après, c'est pas non plus un complexe énorme. Mais c'est vrai que quand on te le dit, ça peut vexer. Mais bon, le reste, si on va me critiquer ma personnalité et tout, non, ça, j'en ai rien à faire. C'est quoi ton rapport au physique? C'est quoi ton rapport au poids? Quelle relation t'entretiens avec ton corps? Et juste, moi, en vérité, j'ai l'air girly quand tu me vois comme ça. Mais je n'en ai rien à foutre. Alors, je suis influenceuse, mais je ne sais ni me maquiller, ni me coiffer. Je m'habille très simple. Je suis très détente parce qu'en vérité, je suis assez à l'aise avec mon image. Et même mes copines, elles sont très surprises parfois. Parce que c'est vrai que sur les réseaux, parfois, je me réveille, je suis en gueule de bois, je me mets sans maquillage, les cheveux sales dans mon lit, je me filme. Je n'en ai rien à faire. Donc franchement, je suis très à l'aise. Après, j'essaye de montrer aussi que je suis très à l'aise en essayant de décomplexer les filles sur beaucoup de TikTok que je fais. Mais après, on peut jamais être 100% à l'aise. Hein. Ceux qui vous diront ça, c'est des menteurs. Tu mets des filtres ou pas quand t'es pas maquillée? Parfois, maintenant, je mets des filtres, c'est nouveau parce que tout le monde m'a dit mais t'es bizarre, tu mets pas de filtre et tout. Donc j'ai essayé, mais je connaissais même pas. Donc maintenant, je mets des filtres, mais à la base, sur mon TikTok, je mettais jamais aucun filtre et ça m'arrive de pas en mettre. Mais oui, c'est ce que j'ai vu. J'avais remarqué que tu mettais très peu de filtres. Très peu de filtres. Mais c'est la télé qui t'a fait changer un peu, non? Un peu, ouais. Ouais, franchement, depuis la télé, je fais un peu plus attention à mon image. Parce que, mine de rien, c'est quand même violent les critiques qu'on reçoit. Oui. Donc je sais à quoi je m'expose quand je vais là-bas et je sais que c'est normal, donc je vais pas me plaindre. Mais évidemment, bah, je fais un petit peu plus attention. C'est quoi les critiques à part le poids qui reviennent? Les critiques à part le poids qui reviennent. Mais franchement, j'ai quand même une communauté hyper adorable. Je remarque qu'à chaque fois qu'il y a des gens qui disent des trucs méchants, t'as des gens en commentaire qui sont là en train de me défendre. Et ça me fait hyper plaisir. Et franchement, moi, je trouve que la communauté que j'ai, c'est bizarre à dire, et je dis pas ça du tout pour aller dans leur sens ou quoi, mais c'est que des meufs un peu badass comme moi, qui en ont rien à foutre. Et à chaque fois que je rencontre des gens qui m'aiment bien sur les réseaux, généralement, c'est des filles de mon âge qui me disent merci, tu dis enfin les vraies choses, t'es sans fil, tu dis tout ce qu'on pense tout bas, tu oses et merci pour ça. Et du coup, franchement, donc la plupart du temps, elles me défendent et c'est ça qui va revenir. Sinon, les méchants commentaires, c'est différent. À chaque fois, c'est des gens qui veulent me blesser, quoi. C'est quoi une badass? Bah, une badass, c'est une meuf qui en a rien à foutre des codes, qui en a rien à foutre de son image, qui fait ce qu'elle veut quand elle veut, qui est contre ces histoires de t'es une fille, tu dois avoir un bas body count, t'es une fille, tu dois être comme ci, comme ça. Bah non, en fait, je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Si j'ai envie d'être bourrée, je suis bourrée. Si j'ai envie de crier, je crie. C'est dans les 50 ça, mais c'était par hasard. Mais bon, bref, voilà. Oui, tu as fait une référence à Kim. Mais je n'ai même pas fait exprès en plus. À Kim Glow. Et tu as été éduquée de cette façon-là aussi Ah, mais alors vraiment, dans ma famille, ma mère, ma grand-mère sont féministes. Mon père s'est un peu éloigné quand même à une enfance un petit peu religieuse, il s'est éloigné de ça. Et ils sont très dans la liberté. C'est-à-dire qu'ils sont très de gauche, pro-liberté, pro tout ce que tu peux être, tu peux l'être, quoi. Enfin... En parlant de féminisme,
J'aimerais te montrer une vidéo qui m'a vachement interpellé, que tu as postée il y a très peu de temps sur tes réseaux sociaux, sur ton compte TikTok. On y voit ta maman à l'époque sur un plateau télé avec Serge Gainsbourg et un animateur télé. Et toi, tu es choqué dans cette séquence par ce que tu vois. Et bah, je te propose de la visionner et de me la commenter et de me dire pourquoi tu as fait ce TikTok, juste après. Au contraire, il veut. Enfin, laissez-le. Non, mais attends. Il fait de la provocation exprès pour que les gens l'aiment. Et il fait semblant de vouloir que les gens lui en veuillent. Et en fait, il fait tout pour que les gens l'aiment. Voilà. Laissez-le parler ne serait-ce qu'une petite seconde. Tu te fiches de ce que les gens pensent ou pas? Non, il s'en fout pas. C'est très important. Vraiment important pour lui. Et tu mets en légende Pov quand tu découvres ce que ta mère a enduré en travaillant à la télé. Ça t'a choqué. Il y a de quoi? Ah bah, déjà, dans les commentaires, tout le monde était choqué. Alors, t'imagines quand c'est ta maman et tu vois un homme à son travail lui toucher le sang. C'est répugnant, c'est traumatisant. Et ouais, sur le moment, ça m'a dégoûtée. En fait, en voyant ça, je me suis dit, ça, c'est une image publique que personne n'avait jamais commentée. Parce que cette image, d'ailleurs, je l'ai trouvée sur TikTok. Donc, c'est vraiment une image que tout le monde, à laquelle tout le monde peut avoir accès. Je me suis dit, si rien que sur ça, on voit un truc choquant comme ça, tout ce qu'elle a dû vivre, je me demande, même en interne, en off, en étant une femme, et j'avais déjà vu d'autres extraits aussi, parce que en travaillant du coup dans le journalisme avant, j'avais accès à l'INA, et j'avais regardé Daniela Lombroso, et j'avais regardé donc, ses premières images de télé, etc. Les hommes de 50 ans en train de la dénigrer, en train de rigoler, de rire d'elle parce que c'est une femme et qu'elle est belle finalement. Et elle a été courageuse. Et je ne sais pas si elle en a souffert ou pas, parce que quand on lui en parle, elle reste très de marbre, très froide. Ah, moi, j'ai rien vécu. Je suis toujours allée de l'avant. J'en ai jamais rien de mieux à foutre. Donc, je ne sais pas si c'est pour se protéger ou pas. Mais en tout cas, cette vidéo, elle ne s'en rappelait même pas. Donc. Tu lui as demandé des explications? Je Tu lui as dit que ça t'avait choqué? Et oui, je lui ai dit, mais je ne sais pas si elle veut faire... Elle est pudique ou elle est gênée, peut-être devant nous. Mais j'ai l'impression qu'elle ne veut pas trop en parler. Après, comment tu vois cette époque? Parce que... Alors... J'ai l'impression qu'à l'époque, ce que les femmes n'acceptent pas, et qu'elles ont complètement raison de ne pas accepter depuis un certain temps, était totalement toléré. Et j'ai l'impression qu'en fait, tout ce patriarcat et tous ces hommes qui étaient autour leur faisaient croire que c'était la norme et qu'elles devaient accepter, subir. Mais c'est totalement ça. Mais je comprends pas, encore une fois, aujourd'hui, les hommes qui disent « Ouais, vous nous faites chier, vos MeToo, vous nous faites à toujours accuser tous les hommes. » En fait, si, il y a un moment, il faut même que les hommes se mobilisent aussi avec les femmes. Parce qu'il faut que... Bah, là, on a de la chance aujourd'hui parce que, bien sûr, ça, c'est plus la norme. Et là, je grandis quand même, j'ai de la chance parce qu'à la télé, il ne se passerait jamais des trucs comme ça. Mais c'était quoi ta question, pardon? Je me suis éparpillée. Bah, c'était qu'aujourd'hui, les femmes n'acceptent pas. Et c'est incroyable de se dire qu'à l'époque, c'était normalisé, quoi. Mais ça fait que quelques années, en plus, que ça c'est plus normalisé, qu'on en parle comme ça. MeToo, c'était il y a combien de temps? C'est récent, hein? Ouais, ça reste récent, bien sûr. C'est récent. Donc, bien évidemment, bah, oui, ça nous choque pour nous, les jeunes filles, et on ne se rend pas compte. Mais j'espère que, par exemple, mes enfants, ça n'existera plus du tout, parce que ce genre de comportement existe encore un peu. Hein. C'est important d'en parler. C'est important d'en parler, bien sûr. On va regarder une autre vidéo extraite d'un TikTok que tu as partagé avec Carla de l'île de la Tentation. Et je te pose mes questions juste après. Bien sûr. On a fait les 50, bien sûr que... On a fait les 50, bien sûr qu'on a dû faire croire à des personnes qu'on les aimait bien alors que... On a fait les 50, bien sûr que certains secrets que j'ai découverts auraient pu gâcher des vies, mais j'ai préféré les garder pour moi. On a fait les 50, bien sûr que quand les caméras s'éteignent, les visages changent. On a fait les 50, bien sûr qu'il y a eu des alliances secrètes et des trahisons. On a participé aux 50, bien sûr que tout le monde me surnomme le Snake. Et on sait pourquoi. On a fait les 50, bien sûr que j'ai dû sortir mon plus grand sourire de faux cul pour survivre. Pour de vrai. On a fait les 50, bien sûr qu'il y avait des personnes qui étaient prêtes à tout pour attirer l'attention. C'est qui? On a fait les 50, bien sûr qu'il y avait des moments où on savait plus si on jouait ou si on était nous-mêmes. Vraiment, genre. Sérieusement, tu peux parfois te perdre un peu entre la fiction et la réalité? Ah, mais totalement. Tu sais que quand tu es là-bas, donc moi, c'était ma première émission, mais tu oublies toute vie extérieure. Donc, Carla, il y a un moment où... je sais pas si c'est déjà passé ou pas. Bon, en gros, quand tu es dans les 50, tu oublies toute vie extérieure. Donc, il y a des gens qui se sont fait éliminer, puis quand ils sont revenus, ils étaient en mode « Mais ma vie à l'extérieur, ça n'existe plus. Ma vie, c'est ici. J'étais obligée de revenir. » Parce qu'en fait,
t'es coupé, t'as pas ton téléphone, tu parles à personne. C'est comme si t'étais dans un jeu vidéo et que t'avais une vie et que si tu partais, tu mourrais. Non mais vraiment, j'exagère, mais c'est vraiment ça qu'on ressent. Et alors, il y a des vies qui pourraient être gâchées si des secrets étaient révélés? Ah oui, totalement. Mais c'est pas à moi de le dire. Oui, ça, je me doute bien. Mais il y a des choses qui t'ont choqué? Par rapport au candidat, bien sûr. C'est-à-dire s'il y a des choses qui m'ont choquée. Des choses que tu as vues, des comportements, parce que tu parles de secrets qui pourraient gâcher des vies. Moi, après, ça, on rigole, on essaye de faire comme si peu des pestouilles avec Carla, parce que c'est ma copine, on est comme ça. Mais après, c'est des secrets entre nous, quoi. Enfin, des histoires de mecs, de machin, c'est pour rigoler. Mais après, qu'est-ce qui a pu me choquer là-bas? Franchement, oui, c'est vrai que quand tu es dans les 50, tu es obligé d'être hypocrite pour survivre, parce que sinon, tu te fais éliminer. C'est ce que vous disiez. Vous deviez faire semblant d'aimer certaines personnes. Oui, c'est vrai. T'as fait semblant d'aimer qui? En fait, moi, ça a été très, très difficile pour moi quand je suis arrivée dans les 50. J'étais perdue. Je ne savais pas où j'avais mis les pieds. Moi, le premier jour dans l'arène, je regarde autour de moi. Dans ma tête, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Je n'ai jamais regardé un programme. Je ne sais pas qui est qui, même les plus connus. Je ne sais pas qui ils sont. Je n'ai aucune idée de qui ils sont. Donc moi, déjà, au début, j'essaye de parler aux gens et tout. Et je vois que les gens, parfois, certains se prennent pour Michael Jackson. Donc moi qui, comme je t'ai dit tout à l'heure, ai grandi avec des stars et tout, je suis un peu étonnée que des gens qui soient connus pour de la télé, se prennent pour je sais pas qui. Donc non, au début c'était un peu frustrant. Mais qui se prenait pour Michael Jackson? Mais tous. Tous? Pas tous. Non, il y a plein de gens qui étaient trop gentils. Franchement, je me suis trop bien entendue avec plein de gens en vérité au final dans les 50. Mais c'est vrai qu'au début, quand tu arrives, je connaissais personne. Donc quand tu arrives et que tu connais personne, mais il y a personne qui vient te parler à part. Donc, pour en revenir à ce que je disais, les moins connus, qui sont sympas parce qu'en fait, ils sont encore normaux. Donc, les moins connus, c'est-à-dire les filles de tentation et tout, elles sont direct venues vers moi, elles étaient trop sympas, on a échangé. Mais c'est vrai que les autres, ils te calculent pas, quoi. C'est marrant ce que tu dis. Vrai. Les moins connus, ceux qui sont encore normaux. Après, c'est ma version, hein, j'en sais rien. Oui, mais c'est marrant, je la trouve marrante, moi, ta version. Oui, vraiment. Qu'est-ce qui t'a fait craquer pour Alex? Alors, il faut savoir que mon père, avant que je parte dans cette émission, il m'avait dit vraiment ma seule condition, parce que chez moi, on est quand même très pudique avec les hommes. Donc, on reste ses filles. Il m'a dit ma seule condition, c'est que vraiment, tu ne te fasses pas draguer ou tu ne dragues pas là-bas. Je ne veux pas de ça, ça n'existe pas. Donc, j'avais vachement la pression. J'étais en mode, moi, c'est hors de question. J'avais même dit avant de rentrer aux gens avec qui j'allais le faire et tout. Moi là-bas, ça n'arrivera pas, quoi. Donc, tu t'étais interdite de tomber amoureuse? Interdite. Vraiment interdite. Et en fait, c'est vrai que, comme je te dis, j'étais un peu perdue et tout. Et que Alex, c'est le seul qui a vraiment été adorable avec moi. Il a été trop gentil, il m'expliquait un petit peu ce que c'était qu'une séquence. Moi, je ne comprenais pas, en fait, c'est pas mon monde, donc je ne comprenais rien. Il m'aiguillait un petit peu, il était bienveillant avec moi, il me rassurait, j'étais hyper en stress. Il a été incroyable avec moi. Et c'est vrai que petit à petit, franchement, il n'a pas été brusque, ça s'est fait naturellement, en fait. Et limite, je ne sais pas si tu vois un petit peu, mais ça s'est fait un peu... En gros, si tu regardes les épisodes, tu vois pas trop de séquences de nous au début, mais tu vois qu'on est toujours en arrière-plan, tous les deux collés. C'est vrai. Et finalement, ça s'est fait vraiment un petit peu... J'étais un peu pudique au début, mais bon, après, on s'est kiffé. Écoute, on va pas à l'encontre de l'amour. C'est ça. On peut parler d'amour? On peut parler d'amour, bien sûr. T'as senti quand que c'était un petit peu plus qu'une simple attirance? Ah non, mais lui, déjà, dès la première seconde où je l'ai vu, je me rappelle encore... j'étais en train de galérer à mettre mon micro dans les 50. Il me regarde, il reste comme ça. Genre pendant 2 minutes, il me regarde. Et il me dit on s'est pas dit bonjour? J'ai dit non. Et là, je vois tout de suite que, je sais pas, le mec, il me regarde d'une manière où, comme s'il avait kiffé. Oui, tu l'as vu dans ses yeux, quoi. Je l'ai vu dans ses yeux. Mais toi, il t'a plu? Il était mignon, mais moi, je m'en fous au début, je calcule pas trop. Après, toute l'après-midi, j'étais un petit peu en retrait avec Mounia, qui a aussi fait les 50 avec moi. Et toutes les 5 minutes, il revenait. Ça va, tu veux que je t'explique, tu veux que je t'apprenne comment ça marche, qu'est-ce qui se passe? Toutes les 2 minutes, il revenait. Donc là, Mounia, elle me dit, il a forcément kiffé sur toi. Et moi, je dis, ah ouais, tu crois et tout, machin. Et après, le soir même, il est venu me draguer. Et après, il a fait que ça. Alors, c'est comment d'être une Parisienne en couple avec un Marseillais? Parfois ça coince et parfois il y a des petits trucs qui bloquent. Notamment, j'ai fait un TikTok là-dessus, son style vestimentaire. En fait, quand tu es dans les 50, il n'y a plus de codes sociaux. Tout ça, ça n'existe pas parce que tu es ensemble dans un endroit. Donc tu ne le vois pas que lui, il est marseillais, moi, je suis parisienne. Mais après, c'est vrai qu'en dehors, forcément, quand il sort au resto avec moi et qu'il met des maillots de l'OM, moi, ça ne me plaît pas trop. Ah. Voilà. Donc du coup, je l'ai relooké.
Dis donc. Mais c'est pas que pour les caméras, j'ai fait un vrai relooking à Alex. Alors, c'était quoi l'objet du relooking? Qu'il devienne élégant. Je lui ai appris déjà qu'on met pas... Parce que lui, je lui disais, ouais, bon, arrête de mettre des ensembles de survêtements et tout. Donc, il arrive beau gosse et tout, il met une belle tenue. Il me met un gros monogramme comme ça avec une marque. Je lui dis, non, Alex, ça ne se fait pas. On est en 2024, non. Donc, du coup, je lui ai appris un petit peu le style discret, genre... Non, mais pas comme ça, genre avec des paillettes et tout, tu vois. Ah ok, d'accord, parce que là, tu m'as fait un peu peur. Non, mais ça, c'est trop stylé, c'est Balenciaga, ça n'a rien à voir. Mais non, mais c'était plus en mode genre Philippe Plein, paillettes et tout, tu vois. Ah oui. Je sais pas, voilà. Enfin, un peu kéké. C'est ça. Moi, j'aime pas trop. Et du coup, je sais pas, je l'ai appris un peu. Voilà. Ok, et aujourd'hui, est-ce qu'il a appris de toi? Je veux dire, il arrive à sélectionner des vêtements en adéquation avec son relooking? Non, pas du tout. Ah. Non. Il va encore chez Philippe Plein? Non, après, il n'y a pas que ça, il y a des attitudes, il y a des manières et tout qui sont différentes. Mais bon, après, si c'est ça nos seules disputes, c'est pas très grave. C'est-à-dire, t'aimerais qu'ils soient un peu plus distingués? Un petit peu, ouais. Ok. Tu le trouves un peu trop bourru? Ça veut dire quoi, bourru? Brut de décoffrage? Oui, un petit peu, ouais. Et aussi, parfois, on va être ensemble dans la rue et tout. Et il va appeler, je sais pas, les vendeurs, mon bébé, ma vie. Il va crier dans la rue. Après, c'est hyper attachant et c'est ça que j'aime chez lui aussi. Mais c'est pour une Parisienne, au début, il y a un décalage. Oui, il est à Marseille, quoi. Non, mais même, on était à Disneyland, il crie dans le parc, il parle à tous les gens qui sont autour de nous. Enfin, c'est deux mondes qui se rencontrent. Ah, il est sociable. Très sociable. Mais ça te sort de ta zone de confort. Un petit peu. Au début, ça me mettait un peu mal à l'aise. Maintenant, ça me fait plus rire qu'autre chose. Il est plus âgé que toi, Alex. Ouais. Il a 34. C'est ça, t'as 25. Non, mais il est très jeune pour moi. Ah. Moi, d'habitude, j'aime les hommes plus âgés. Ah, il est très jeune pour toi? Non, je rigole parce que je dis ça parce que mon ex, il avait 40 ans. D'accord. Donc, du coup, en vrai, pour moi, il est pas. Je sens pas de décalage avec Alex au niveau de l'âge, quoi. Toi, t'avais quel âge quand t'étais avec cet homme de 40 ans? Je me suis mise avec lui quand j'avais 22 ans. D'accord. On avait 15 ans d'écart. Donc, à ce moment-là, il avait 38 ans. T'as toujours aimé les hommes plus âgés? En fait, c'est pas forcément question de plus âgé, mais je me reconnais pas dans les hommes de mon âge. J'ai l'impression que je les bouffe trop rapidement. Et en fait, moi, j'ai besoin qu'un homme... j'ai besoin d'admirer l'homme avec qui je suis. Et j'ai besoin qu'il soit au-dessus de moi. Parce que sinon, je bouffe trop rapidement les mecs de mon âge, puisque j'ai un fort caractère. Au-dessus de toi, ça veut dire quoi? En fait, ça peut être dans plein de domaines différents. Ça peut être soit il est plus âgé, soit il est plus intelligent, soit il est plus drôle. Il faut qu'il ait un truc en plus qui m'impressionne. Ah, t'as besoin d'être stimulé. Voilà. Ok. Donc, tu recherches un homme forcément plus mature parce que tu as l'impression qu'en étant plus mature, tu ne t'endureras pas. C'est vrai, c'est ça, tout à fait. Ok. Et donc, avec Alex, c'est un petit genou, c'est ça que je dois comprendre, quoi. C'est un petit genou, Alex. 34 ans. Et pourquoi ça s'est terminé avec ta précédente relation, l'homme de 40 ans? En vérité, ça s'est terminé à cause de l'âge, ça allait pas. Ah. Ouais, parce que en fait, moi, je kiffais ma vie, je partais en vacances avec mes copines et tout, et lui, il supportait pas, il avait envie d'une vraie relation, qu'on habite ensemble, qu'on se projette vers l'avenir, limite qu'on se marie ou quoi, et moi, j'étais pas prête. Ah oui, ça allait un petit peu trop vite. Ouais. Après, il n'avait pas les mêmes attentes, peut-être. Mais c'est ça, en fait. Donc de par l'âge. En fait, comme je l'aimais, je l'ai laissé faire sa vie, je me suis dit, ça sert à rien que je te bloque, je peux pas te donner ce que toi, tu as besoin. T'as souffert? En fait, cette relation, c'était vraiment une relation où j'ai appris la vie et j'ai appris à être une personne saine parce que j'ai eu une relation très destructrice quand j'étais jeune, à 17 ans. J'ai eu une relation de folie, de n'importe quoi, avec un sociopathe. Vraiment, je ne reste pas mes mots. Plus âgé, lui? Et qui avait un an de plus que moi seulement. Okay. Mais en fait, il m'avait un petit peu bousillé ma vision de l'amour et ma vision de comment il faut se comporter. Et il m'avait rendu moi-même toxique parce que lui, il était. Et c'est bizarre, mais je croyais que l'amour, c'était d'être toxique. Mais il te faisait quoi? Il me faisait quoi? Il me trompait par exemple avec ma meilleure amie. Et après, il m'envoyait 50 pots de fleurs, la maison des fleurs, comme ça, dans mon salon. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place dans mon appartement, tellement il m'envoyait des fleurs. Il me faisait... des trucs à n'en plus finir, en fait il était un petit peu escroc, donc il me faisait me vivre la grande vie, il me déconnectait, j'ai menti à mes parents. Quand j'avais 16 ans, je suis partie en Chine avec lui à Hong Kong, on a fait le tour du monde pendant 4 mois, j'ai vécu une vie rocambolesque avec lui. Mais t'as dit quoi à tes parents pendant 4 mois? Déjà c'était pendant l'été, donc au début j'ai dit ouais je suis à la campagne et tout, après ils ont cramé, mais ils pouvaient rien faire. Ah mais t'as dû leur en faire voir de toutes les couleurs? Oui. Ah ouais, t'étais déjà une passionnée, mais passionnée dangereuse. C'est pas un jugement. Hein? Oui, non, mais il n'y a pas de problème. Mais en fait, c'est bizarre,
mais je me suis fait cette réflexion une fois, c'est que comme j'ai toujours connu une vie avec mes parents qui sort du commun, Oui, bah, c'est toujours ce que j'ai recherché dans la mienne. je comprends. Voilà. Donc en fait, aller juste au cinéma avec les gens de 16 ans de mon âge, je m'ennuyais, je pouvais pas. Ouais, ça veut dire que très jeune, tu avais des attentes et des envies qui étaient beaucoup plus poussées, beaucoup plus évoluées ça. que les jeunes filles de ton âge. Ouais, et même j'ai grandi plus tôt parce que j'ai toujours été qu'avec des adultes, avec mes parents, ils travaillaient beaucoup, ils m'emmenaient avec eux, donc j'ai jamais trop été une jeune fille. Et cette relation dont tu parles, tu dis qu'elle était toxique et tu étais très jeune, ça marque, hein, surtout quand on est très jeune, enfin Ça à tout marque âge, au mais fer quand rouge. on est jeune, ça te construit. Est-ce que toi, il y a eu des conséquences dans ta vie amoureuse par la suite? Bah justement, le garçon avec qui je suis restée 2 ans, qui avait 40 ans, c'est lui qui m'a réappris, et ça c'est une chance que j'ai eue dans ma vie, à aimer sainement et à être saine, parce qu'au début il voyait bien, il a réussi à mettre les mots là-dessus, sur le fait que j'étais toxique en fait en amour. Et il a réussi à m'expliquer, et ça je souhaite à toutes les filles qui ont vécu des relations toxiques et qui du coup sont transformées, de rencontrer une personne qui te réapprend ça, parce qu'en fait du coup c'est plus naturel. Mais tu étais devenue toxique comment? Tu faisais quoi? En fait, genre, j'avais appris un peu à jouer avec les mecs, à essayer de les rendre fous, à pas leur répondre au téléphone, jamais rien de méchant, tu vois. Oui. Mais genre juste à être un petit peu toxique. Mais en fait, il n'y avait plus de naturel, quoi. Et il n'y avait plus de toi. Non, c'était devenu mon naturel. Ah oui, c'était devenu ton naturel, mais en fait, c'était calculé. Oui, mais c'était instinctif. Et tu as réalisé, en fait, que tu voulais pas continuer comme ça. Grâce à lui, il m'a transformée. Et au final, cette relation, j'étais pas triste quand je me suis séparée, mais je trouve que ça m'a changé, ça a changé la personne que je suis aujourd'hui. Et même des trucs tout bêtes, de mentir à un ami parce que je suis en retard ou quoi, ça, je le fais plus grâce à lui. Enfin, il m'a vraiment appris à être une bonne personne, parce que comme il était plus mature, il avait cette maturité, et je trouve ça incroyable d'avoir... On a souvent peur, en fait, de dire la vérité. Mais je sais pas pourquoi la vérité, souvent, elle fait peur, alors que la vérité, il n'y a rien de plus simple, quoi. Ouais. C'était en retard d'une demi-heure, bon, bah voilà, j'ai Alors, pas je vu vais te l'heure, je suis dire un partie 20 truc. minutes en retard, désolé. Je vais te dire un truc, je pense que j'ai eu un trauma au niveau de ça, parce que mon premier mec, il me mentait à longueur de journée, et j'ai un tel trauma sur le mensonge que maintenant, c'est l'inverse. Je suis tellement honnête que parfois, je sors d'un gris qu'il ne faudrait pas dire. Tu vois, là, par exemple, je suis en interview avec toi, des gens vont calculer ce qu'ils disent, moi, je ne calcule pas parce que j'ai besoin de dire toute la vérité, et même n'importe où. Et du coup, oui, c'est pas simple. Voilà. Il est au courant, Alex, de ton passif amoureux, de ton passé? Ah, lui, ça l'énerve, il me dit, ouais, supprime tes TikTok avec ton ex et tout. Ah, ça l'énerve? Non, ça l'énerve pas, il s'en fout, mais genre juste, il veut pas que j'en parle, quoi. Ah, il est jaloux? Ouais, il est jaloux un petit peu, mais il est jaloux mignon, il est pas jaloux toxique. Ah, c'est C'est quoi un la mec bien. différence entre jaloux mignon et jaloux toxique? Jaloux toxique, c'est porte pas cette robe, ne sors pas ce soir, alors que jaloux mignon, c'est il va rien t'empêcher, mais en vérité, tu sens que ça le vexe un petit peu, quoi. Et donc lui, il t'empêchera, mais ça le vexe un petit peu. Si je lui parle trop de mon ex, parfois c'est déjà arrivé, on était dans la mer, je lui ai parlé 4 fois de mon ex, il a dit, bon, ça y est, tu vas arrêter, genre, c'est normal. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble, Alex? Là, du coup, ça fait depuis le mois de juin. Juin, juillet, août, septembre, octobre, je sais pas, 5 Novembre. mois peut-être bientôt. Bah ouais, une demi-année bientôt. Waouh, je m'étais même pas rendu compte. T'es amoureuse? Mm. Lui aussi? Ouais, Vous êtes bien sûr déjà dit je t'aime. oui. Bon, quoique, il n'y a pas de règle. Hein. Je devrais pas dire bien sûr. Lui me l'a dit très rapidement. Ouais. Donc avant toi. Après, lui, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un petit cœur d'artichaut, il tombe vite amoureux. Ok, ça t'a fait quoi quand il te l'a dit? Parce que la première fois, c'est marquant quand même. Hein. La première fois, je me suis énervée. Pourquoi? Et je lui ai dit, tu vas trop vite, ça me fait peur, en fait. En fait, j'ai développé un trouble avec mon ex de quand un mec veut trop aller vite dans une relation, ça m'angoisse. J'ai besoin de me sentir libre. Et Ok. un je t'aime trop vite, ça engage. T'as mis un peu plus de temps, toi, à le dire? Ouais. Et encore aujourd'hui, j'ai du mal, hein, je ne dis pas trop. Ah, pourquoi? Moi, ça m'angoisse un peu, je suis pas très romantique. J'ai vraiment envie de me sentir libre, et mon mec, c'est un plus dans ma vie, et c'est pas... j'ai peur de construire, et j'ai peur d'être trop investie dans une relation, et les mecs qui sont en couple avec moi souffrent de ça. Et vous en avez parlé avec Alex de ça? Ah oui, non, mais moi, Alex, je le pourris au quotidien. Enfin, non, mais je le pourris pas, en vrai, il n'y a rien de méchant. Mais il sait, en fait, il en rigole qu'il ne faut pas me parler de relations sérieuses. Même si, oui, on est en couple, mais il sait qu'il ne faut pas me parler de trucs trop sérieux, parce qu'après, ça m'énerve. Je stresse. Ah, donc vous parlez pas d'emménager ensemble? Non. Vous parlez pas de qui va aller à Marseille ou qui va aller à Paris? Non, Jamais vous abordez ce sujet? jamais. Mais un jour, il va arriver. Oui. Peut-être. Bien sûr. Non, mais il faudrait. Mais pour l'instant, lui, il compte pas du tout habiter à Paris, et moi, pas du tout habiter à Marseille. Donc, je sais pas. Et les relations longue distance, ça le fait?
Bah, pour l'instant, oui, parce que c'est 3 heures de train, c'est tout près. Mais pour la vie, non. Et la télé-réalité, ça vous fait pas peur de développer une relation de couple et de continuer à faire de la télé? Alors moi, c'est un truc que je connais pas trop. Et encore une fois, je t'avoue que quand je vois les gens dans les télés sur faire l'île de la tentation en couple ou quoi, je me dis, mais moi, en fait, je n'ose même pas me disputer. Je n'oserais pas, en fait, me disputer avec Alex alors que j'ai du respect pour lui devant des caméras. Donc, je sais pas comment ça pourrait se passer, mais j'ai eu ça aussi dans les 50. Une fois, je m'étais un petit peu disputée avec Lou. Bon, rien de grave. Mais j'ai refusé de faire ça devant les caméras. Je lui ai dit, on en parle dans la salle de bain. Moi, j'ai du respect pour toi parce que je te connais de l'extérieur. Je ne peux pas me disputer avec une personne devant des caméras. Je n'ai pas encore franchi cette barrière-là. Donc, faire une télé en couple, je ne sais pas. Vous étiez disputé pourquoi? Mais franchement, pour des broutilles, parce qu'elle m'avait dit, range ta valise, enfin, rien de grave. Hein, mais... On parlait tout à l'heure de ton rapport à ton corps, de ton rapport au physique. Et c'est vrai qu'on a tous une relation particulière, parce qu'on peut avoir des relations avec les autres, mais on a aussi une relation avec nous-mêmes. Par contre, on n'a pas évoqué le sujet de la chirurgie esthétique ensemble. Est-ce que tu t'es laissé aller à la médecine esthétique, à la chirurgie esthétique? Alors, j'ai été très, très complexée par mes lèvres parce que j'avais pas de lèvres. Et quand j'avais 18 ans, j'attendais ça depuis toujours, j'ai fait des injections dans mes lèvres. Ah, t'as attendu d'avoir 18 ans? Oui. Non, en fait, tu l'as fait Non, c'est avant. vrai, non, j'ai attendu d'avoir 18 ans parce que, bah ouais, après, avant, je crois que les médecins, ils veulent pas te le faire. En tout cas, j'ai attendu. Et à mes 18 ans, je l'ai fait sans le dire à mes parents au début parce que, bah, forcément, ils n'avaient pas trop envie. Mais ça se voit quand tu rentres. Bah, au début, après, ils m'ont dit, bon, si c'est un vrai complexe, d'accord. C'est vrai qu'après, j'ai un peu abusé parce que j'avais peur de retrouver mes lèvres normales. Donc, j'y allais tous les 3 mois. Je forçais, j'avais une bouche comme ça. Après, j'ai compris que bah, c'était moche, ça servait à rien. Donc, maintenant, je le fais beaucoup. Enfin, je le fais de temps en temps, quoi. Ok, ils t'ont pas engueulé? Bah, si, parfois, ils criaient. Hein. Ils disaient, mais quelle horreur et tout, mais c'est affreux. Bon, après, chacun, hein, les goûts et les couleurs. Hein. Bien sûr. Tu te sens bien comme ça? Mais au final, ils ont raison. Parce que, quand je vois des photos de moi avec une énorme bouche, bon, ça m'est pas arrivé trop de fois non plus, mais j'aime pas, ils ont raison. Et t'as un podcast aussi? Et je suis comme une folle parce que j'ai concrétisé le rêve de ma vie. Enfin, le rêve de ma vie, moi j'ai toujours voulu être journaliste. Et là, le fait de pouvoir mélanger de l'influence au journalisme, mais c'est un truc de ouf. Donc je lance mon podcast qui s'appelle Carla pour toi, qui est une chaîne, je l'ai appelée Carla pour toi parce que cette chaîne, bah, elle va être pour vous. Et en fait, c'est une chaîne pour les meufs. Donc en fait, j'ai vraiment fait en sorte de faire ce qui plaît à ma communauté et à moi, c'est-à-dire une chaîne où on donne des conseils, où on donne des témoignages pour aider les filles, pour que ce soit un peu une safe place. Et ce que je voulais, que ce soit vraiment un cadre bienveillant, donc un endroit où on se sente bien, et ramener des personnalités, mais pas pour parler d'eux, pour échanger sur des sujets. Donc là, par exemple, on a parlé de relations toxiques. Donc j'ai invité un mec qui est un grand trompeur et une fille qui s'est déjà fait tromper, par exemple, pour les faire parler ensemble et pour poser avec elle toutes les questions à ce mec qu'on a toujours rêvé de poser au mec qui trompe. Donc en gros, c'est un petit peu des débats avec des gens connus, que ce soit influenceurs, télé, toutes sortes de gens. Ah bah voilà. Oui, c'est sympa. T'allies, comme tu dis, journalisme et influence. Exactement. Tu te régales? Mais j'ai fait la première journée de tournage, on a tourné 5 épisodes. Et j'étais comme un poisson dans l'eau, j'ai kiffé, c'était trop bien. Où est-ce qu'on peut retrouver ton podcast? Mon podcast, il va être sur YouTube et sur Spotify. Ok, ah bah je regarderai ça de très près. Merci. Tu m'as donné envie de regarder, Merci. Carla. Comment tu souhaites conclure cette interview? Écoute... Est-ce qu'il y a un point qu'on n'a pas abordé? Est-ce qu'il y a un point qu'on n'a pas abordé? Je crois que je t'ai tout dit là, mais... C'est tout bon pour toi? C'est tout bon pour moi. C'est vrai? T'as passé un bon moment? Mais c'était très agréable d'être sur ce canapé, j'avais l'impression d'être chez le psy. Ah mais je suis pas psy. En tout cas pas encore. Mais en tout cas c'était très agréable de papoter. C'est vrai que t'es très spontané, t'es naturel. Oui, c'est ça. Et c'est bien parce que ça manque quoi, ça de nos jours, on contrôle tous un petit peu ce qu'on dit tout le temps quoi. Bah oui, mais justement moi c'est ça qui m'énerve aujourd'hui. C'est pas que ça m'énerve, mais en fait cette nouvelle vague d'influence lisses où elles sont très belles, elles sont incroyables ces filles. Mais maintenant, la mode et ce que recherchent les marques, donc ce que font les influenceurs, c'est de boire du matcha, de faire du pilate, d'avoir l'air
toute belle, toute fine, etc. Et en fait, moi, je me reconnais pas dans ces influenceuses-là. Et justement, c'est ça l'image que j'essaye de donner. Bah, c'est la meuf qui en a rien à foutre et qui se montre comme elle est. Et ben en tout cas, c'est cool et bravo pour ce que tu fais, pour ton Merci. énergie et pour ton état d'esprit. Et tu es la bienvenue sur Aja. Tu sais, c'est mon talk. Si tu as envie de jouer les journalistes et mêler influence et journalisme, tu seras la bienvenue dessus. Voilà. Avec grand Un plaisir. SMS, un coup de fil et on te donne une date. Trop bien. Carla, on te retrouve sur les réseaux sociaux, donc on l'a compris, sur ta chaîne YouTube, Carla pour toi. On te retrouve également sur Instagram, Carla Gabli. Gebali. Ah, bah j'ai eu une erreur alors qui a été faite. Gebali. pas grave. Et enfin, mais tu vois, je l'ai senti. Et ton TikTok, Carla is typing. Exactement. Voilà. Ah oui, t'as fait différent partout. Bah voilà. Eh oui, mais heureusement qu'on les donne. Merci Carla pour cette interview. Merci à toi, c'était très agréable. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité des réseaux et toujours des confidences en toute intimité. Prenez bien soin de vous et des gens que vous aimez. Bye bye.